Demain, c'est Noël. Dans les églises chorales mimes sont fin prêts pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous verrons comment ils se sont préparés dans ce journal. Et puis que manger à Noël pour passer de belles fêtes. Des plats succulents sont à l'honneur. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Demain, c'est Noël, le jour où les chrétiens commémorent la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Les églises se sont préparées pour que la célébration de la nativité soit une réussite. Répétition mime pour raconter la naissance du Sauveur et répandre l'évangile à la paroisse Saint-Jean de la commune de Cocody. Le curé fait l'historique de toutes ces traditions. Le reportage de Clément Boko. Église Saint-Jean de Cocody. Junior est en plein travaux de décoration de la crèche qui va accueillir l'enfant Jésus. Nous allons mettre quelques statues ici qui vont symboliser un peu la famille, à savoir Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les rois mages. Pour les préparatifs de la célébration de la nativité de Jésus ou encore fête de Noël, la chapelle fait peau neuve. Au même moment, la troupe artistique et les jeunes de la chorale enfant répètent une pièce qu'ils devront jouer la nuit de Noël. La nativité chantée, une première pour ces jeunes. Dans le rôle de Joseph, époux de la Vierge Marie, Christian, à quelques heures de la prestation, le jeune homme a encore du mal à donner de l'émotion dans son jeu. D'où un recadrage de tous les acteurs par le metteur en scène. Joseph, si là je t'ai parlé et que tu as compris, tu te réveilles, ah d'accord, vraiment, Marie, aujourd'hui tu as eu une prestation moins bonne que les autres fois. L'ange là, quand il vient, il ne lit pas, il vient, il parle. Depuis le mois de décembre, on a commencé les répétitions. Et on fait les répétitions en 2 heures, souvent 3 heures. La crèche, le sapin de Noël, le mime de la nativité, d'où nous viennent toutes ces traditions. En 1223, il y avait ce qu'on appelle la présence des Ayobites, qui étaient des conquérants, qui avaient donc fait main basse sur Jérusalem. Et donc, malheureusement, les chrétiens ne pouvaient pas se rendre à Bethléem. Et donc, pour pouvoir aider les chrétiens, saint François d'Assise a demandé simplement qu'on fasse ce qu'on appelle une crèche vivante. Faisons le constat de ce que dans nos différentes maisons, il y a présence de sapins. Vous savez, le sapin, c'est un arbre conifère qui arrive à garder sa verdure dans les 4 saisons. C'est un arbre qui ne jaunit pas comme ça, il garde sa verdure. Alors, les premières mentalités païennes à ce niveau ont attribué au sapin ce qu'on appelle la vie. C'est la raison pour laquelle, plus ou moins, on a commencé à faire ressembler cet arbre à l'arbre de vie. Mais il faut attendre en 590 avec Saint Colomban, qui est un moine, pour voir que les sapins vont rentrer dans la mentalité des catholiques, parce qu'il va aller sur un sommet, là où se trouvait un grand sapin qui était vénéré à cette époque, et même adoré même par des païens, et il va y poser ce qu'on appelle des lanternes, mais sous forme de croix pour manifester en fait la puissance de la croix sur tous ces événements païens-là. Au-delà de l'aspect festif que revêt la solennité de la naissance du Christ, il y a une préparation spirituelle. Nous avons un temps fort de préparation à cet événement, le temps de l'Avent. C'est un fait important qui marque la proximité de Dieu. Et cette proximité-là, il ne faut vraiment pas passer à côté d'elle. Il faut l'adopter, il faut l'intérioriser, de telle sorte qu'elle puisse transformer notre vie pour que nous puissions être des lumières. Parce que le Christ qui vient dans notre humanité, c'est la lumière. La troupe artistique poursuit les répétitions pour la grande messe de ce soir. Les paroissiens de Saint-Jean de Cocody pourront vivre en direct la nativité chantée. Après le culte, ce sera l'heure de passer à table. Le réveillon de Noël, le plat par excellence dans de nombreux pays, c'est la dinde farcie. Ici en Côte d'Ivoire, les repas sont partagés entre amis et membres de la famille. Mais que mange-t-on exactement? C'est ce que nous découvrirons dans ce reportage de Doigt des Lasers. Makori, quartier Yanzouan, ce mardi 24 décembre, la veille de la fête de Noël. Martine a réuni tous les ingrédients de cuisine. Elle se prépare à offrir un repas de fête à sa famille. On a prévu pour les enfants, pour la famille, pour les viandes fumées et pas de bœuf. Pour que la famille mange bien. Moi, j'aime tout. Comme Martine, plusieurs femmes ont pris d'assaut les marchés à la recherche de la meilleure recette pour satisfaire
leurs familles et les invités. Sandrine, adepte des grillades, ne peut se passer de ce menu le jour de fête de Noël. Elle achète du poulet pour les préparatifs. C'est le foutou à la sauce claire, ou la sauce pistache, et puis un peu de grillade pour les enfants. Voilà, la naissance du Christ qui vient nous apporter la joie. Donc on va rapidement à la cuisine et puis se retrouver le soir pour la messe. Dans les rues Emaki, la fête de Noël pointe à l'horizon. Nabila Daouda et ses amis ne veulent pas rester en marge de la célébration. Moi, mon plat préféré, c'est le riz avec la sauce claire. C'est ce que je souhaite manger demain chez mes amis. Communier, de partager des repas avec eux, vu que c'est la fête de la Noël. Ensemble, on va s'amuser. Pour la venue de l'enfant Emmanuel, qui est le Christ, je souhaiterais manger des brochettes avec de la loco. C'est ma préférence qu'il y a. Mes filles sont déjà à la cuisine, elles sont en train de faire les préparatifs pour la fête de demain. La Noël, fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ, est un moment de convivialité. Dans les familles, plusieurs recettes sont proposées pour le repas festif, à chacun de choisir celui de son goût. Pendant les fêtes de fin d'année, la fréquence de l'usage du gaz à butane augmente. Pour prévenir donc ces accidents, le ministre du Pétrole, de l'Énergie, des Énergies renouvelables et le préfet d'Abidjan ont entrepris une tournée d'explications dans des marchés du district d'Abidjan sur les méthodes de prévention des incendies causés par le gaz butane. Colette Ilboudo, Clément Boko. Voici des gestes à adopter en cas d'incendie ou de fuite de gaz. La scène se déroule dans la commune de Port-Boué dans le cadre d'un exercice de simulation initié par le ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables en collaboration avec la préfecture d'Abidjan. Il y a des petits gestes qui sauvent la vie. Il faut garder son sang-froid et puis avec de petites techniques qui sont démontrées ici, éteindre le feu. De 2017 à 2019, plus de 150 incendies ont coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux dégâts matériels. À l'approche des fêtes de fin d'année, il faut redoubler de vigilance, d'où cette campagne de sensibilisation. Certaines personnes jouent avec les bouteilles et transfèrent du gaz d'une bouteille à une autre. Nous avons sensibilisé la population sur ces éléments qui sont des éléments dangereux et les sensibiliser aussi pour qu'elles aillent acheter leurs bouteilles de gaz dans des endroits qui sont agréés. Nous avons eu au cours des 3 dernières années plus de 150 incidents qui concernent l'utilisation des bouteilles de gaz. Donc nous avons beaucoup insisté sur ce point-là, de sorte à pouvoir les sensibiliser à cette cause. Les gaz butane ne doivent pas être utilisés dans les véhicules. Ils servent pour la cuisson. Donc aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à la fois aux transporteurs, de sorte à ce qu'ils n'utilisent plus du gaz butane pour les transports, parce qu'il peut y avoir des explosions avec des risques importants pour la population. Et nous incitons aussi la population à ne pas utiliser les véhicules, que ce soit les taxis, les Baka, les Waoro qui utilisent du gaz butane. De la commune d'Adjamé à Atekoubé, Koumassi en passant par les communes de Port-Boué et Yopougon, les populations ont été également sensibilisées sur les risques de transvasement et de mauvaise manipulation de gaz. Et puis il va éteindre maintenant le feu. Sachez que des individus non identifiés s'en sont pris au véhicule d'intervention des sapeurs-pompiers civils de San Pedro alors qu'ils se rendaient sur les lieux d'un incendie qui s'est déclenché aux environs de 2 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi au quartier Bardo. Ils se sont rendus ensuite à la caserne des sapeurs-pompiers et à l'aide de pierres, ces personnes ont tout saccagé. La police a procédé à plusieurs arrestations. Le secrétaire général de préfecture s'est prononcé sur ces événements. Écoutons-le. Sont énormes. Tous les véhicules de travail sont caillassés, que ce soit le véhicule fourgonnette, les 2 véhicules d'intervention rapide et l'autre voiture de liaison, le gros qu'on a acquis il n'y a pas longtemps. À la suite de plusieurs démarches auprès de la hiérarchie, aujourd'hui nous perdons tout ce matériel de travail. Je dirais trop c'est trop. L'enquête suivra son cours normal. Les interpellés seront déférés. Opération don de sang au quartier Jesco dans la commune de Yopougon. Pour les organisateurs, la communauté musulmane Ahmadiyya, il s'agit de sensibiliser les populations sur l'importance du don de sang et surtout sur comment sauver des vies humaines. Le reportage de Paraga Sorokoni. Sous ces bâches,
les fidèles de la communauté musulmane Ahmadiyya. Ils donnent leur sang. Objectif, sauver des vies humaines. Cette opération don de sang, qui s'inscrit dans le cadre de la convention annuelle de cette structure islamique, vise à sensibiliser les populations sur l'importance du don de sang. Et c'est le quartier Jesco Pays-Bas, dans la commune de Yopougon, qui a servi de cadre pour cette action humanitaire. Comme on le sait, chaque minute qui passe, les personnes sont dans le besoin de sang. Donc c'est pour apporter nos modestes contributions pour résoudre les problèmes de sang qui se posent avec acuité dans notre pays. À cette occasion, jeunes, femmes, fidèles et responsables de la communauté islamique Ahmadiyya se sont mobilisés en vue de permettre aux personnes dans le besoin dans les différents centres de santé de bénéficier des poches de sang recueillies. Il y a un passage dans le Coran qui dit que quand tu sauves une vie, c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité entière. Et je suis convaincu qu'en donnant mon sang, je peux sauver aussi une âme. Il y a assez de personnes qui paient du sang et nous aussi, nous les donnons. Si, en tant qu'un fils du pays, si tu le fais, tu vois, c'est très bon. Ceux qui hésitent encore à venir donner leur sang, que vraiment c'est un acte louable qui sauve beaucoup de personnes. Et à partir du moment que le sang n'est pas un truc qu'eux-mêmes produisent, ça ne coûte rien de venir faire un petit don de soi pour sauver l'humanité. L'initiative de la communauté musulmane Ahmadiyya, saluée par les chefs de communauté de la commune. Vous savez que dans nos grands centres de santé, le sang manque. Le sang manque. Et à chaque fois, il y a les donneurs de sang qui donnent. Ce sang-là, ça peut aider les malades qui sont dans les hôpitaux. Les responsables de cette structure islamique entendent les jours à venir multiplier ces actions de haute portée sociale dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Sachez que les États-Unis envisagent de réduire considérablement leur présence militaire en Afrique de l'Ouest, voire même d'y retirer complètement leurs troupes engagées dans la lutte antiterroriste. Les États-Unis comptent entre 6 000 et 7 000 soldats dans l'ouest du continent, mais aussi à l'est, notamment en Somalie. Un retrait américain d'Afrique de l'Ouest constituerait un coup dur pour les forces françaises qui combattent des groupes djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso, et le soutien de Washington à ces opérations en matière notamment de renseignement et de logistique coûte environ 45 millions de dollars au Pentagone chaque année. Et puis en Syrie, les raids russes sur Idlib font 8 morts, dont 5 enfants. L'armée syrienne a repris le contrôle d'Atata, localité stratégique dans le gouvernorat d'Idlib. La localité est un des principaux remparts du groupe terroriste Front al-Nosra dans le gouvernorat. Au moins 8 civils, dont 5 enfants, ont été tués dans des raids aériens russes sur un village du nord-ouest de la Syrie abritant des déplacés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis le 16 décembre, les forces du régime soutenues par l'aviation russe ont intensifié leurs bombardements dans cette région tandis que de violents combats au sol les opposent aux groupes djihadistes et rebelles. Et depuis jeudi, elles ont pris le contrôle de 46 villages dans le secteur et elles se rapprochent désormais d'une ville clé dans le sud d'Idlib. La région d'Idlib, composée d'une grande partie de la province éponyme et de segments de provinces voisines d'Alep et de Latakia, est dominée par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham. D'autres groupuscules djihadistes et rebelles sont présents dans la région qui abrite par ailleurs quelques 3 millions de personnes dont la moitié ont été déplacées depuis d'autres parties du pays reconquises par Damas. Le régime syrien, qui contrôle désormais plus de 70% du territoire, s'est maintes fois dit déterminé à reconquérir la région d'Idlib. Damas et Moscou avaient mené une offensive d'envergure entre avril et août dans la région, tuant un millier de civils selon l'OSDH et déplaçant 400 000 personnes d'après l'ONU avant l'entrée en vigueur d'une trêve fin août. Et la Turquie qui est en pourparlers justement avec la Russie pour essayer d'obtenir un nouveau cessez-le-feu dans la province rebelle syrienne d'Idlib selon le porte-parole de la présidence turque. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.